12h-14h, à votre service avec Ingrid. Bonjour à tous et bienvenue dans votre service, votre rendez-vous emploi, formation, monde de l'entreprise. Et le thème du jour, complètement débordé, je ne sais plus où donner de la tête, que faire? Eh bien, vaste question à laquelle le coach professionnel Jean-Noël Bruer nous donnera quelques éléments de réponse d'ici quelques instants. Vous pourrez bien sûr lui poser vos questions en direct au standard de la première, 02 62 99 2000, ou alors réagir par SMS 06 92 70 2000, deux numéros qui seront également à votre disposition jusqu'à 13h pour passer vos petites annonces d'emploi si vous cherchez ou que vous proposez du boulot. À votre service sur la première. Ce midi, dans votre service, on va s'intéresser à une problématique qui touche plus ou moins tout le monde à des degrés divers, la surcharge de travail. Et le coach professionnel Jean-Noël Bruer est avec nous et notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Alors, quels sont les signes d'une surcharge de travail, d'un débordement de tâches au travail? Le signe, c'est l'impression d'être submergé, de ne pas en voir le bout, de surinvestir peut-être dans le travail pour essayer de faire face à cette surcharge, une sensation de découragement, même de culpabilité de ne pas pouvoir tout faire. On se sent coupable de ne pas pouvoir tout traiter en même temps et pas finir son boulot. Oui, c'est ça, et de plus, la culpabilité alimente la culpabilité. Plus on se surinvestit, plus on se sent coupable de ne pas pouvoir tout faire, et ça s'alimente, ça tourne en rond. On peut arriver jusqu'à des extrémités, au burn-out. Au burn-out. On peut en arriver là. Oui, à l'épuisement. C'est souvent le cas. Alors, il reste à savoir si la surcharge de travail est une réalité en elle-même ou c'est plus un ressenti. C'est subjectif, donc c'est ce que vous sous-entendez, la surcharge de travail, ça dépend de chacun. Ça dépend peut-être aussi de la charge de travail qu'on a, mais aussi de la façon à laquelle on l'envisage, cette charge de travail. On peut anticiper, par exemple, se dire j'ai un bureau avec un dossier à traiter, et sur mon bureau, il y a une pile de dossiers que je devrais traiter, pas maintenant, mais peut-être dans la semaine, dans le mois. Et à chaque fois que je m'occupe du dossier que je traite, je pense à tout ce que je devrais traiter ultérieurement. Et ça, c'est subjectif. Je me projette déjà dans l'avenir et je me dis, il y a ça qui m'attend, comment je vais faire? Voilà, et à chaque instant, on est la tête dans les autres dossiers, dans ce qu'on va faire. L'idée, c'est peut-être de dégager son bureau des dossiers qui n'ont rien à y faire et ne penser qu'à l'instant, au moment précis et à la tâche qu'on fait sur le moment. Et en plus, ça peut être dangereux, ça peut être négatif, Jean-Noël, puisque le temps qu'on passe à penser aux dossiers qui arrivent, on n'est pas totalement concentré à la tâche qu'on accomplit là sur le moment, dans le présent. Exactement, il y a une sorte de dialogue intérieur qui s'établit. Je suis sur ma tâche, j'ai tout ça à faire, je n'y arriverai jamais, c'est une tâche gigantesque et c'est pénalisant pour l'efficacité sur le moment. Être dans l'instant, c'est la seule solution pour arriver à faire face à ce genre de choses. Et on voit bien là qu'il y a deux types de surcharge au travail, de débordement si j'ose dire. Le premier, c'est l'objectif, la charge de travail qu'on a réellement, et la fantasmée, celle qu'on a dans la tête. Celle qu'on s'impose à soi-même? Celle qui s'impose à soi-même par une mentalité, une organisation qui n'est pas adaptée à la charge de travail. Donc ça veut dire que parfois on a l'impression d'être débordé, d'en avoir par-dessus la tête des dossiers, des trucs dans tous les sens, alors qu'au final, pas tant que ça. Oui, c'est ça. Imaginez que vous êtes en train de gravir le Piton des Neiges. Vous êtes au premier pas du sentier et que vous ayez en tête tous les pas que vous devrez faire pour arriver au sommet. On se sent déjà découragé. Et voilà, à chaque pas, vous faites tous les milliers de pas que vous aurez à faire. Alors que si vous êtes dans l'instant, vous pensez au pas que vous faites à ce moment précis, c'est léger, c'est un seul pas. Mais Jean-Noël, est-ce que on pense donc aux milliers de pas qu'il faudra faire pour gravir le sommet, mais allons un petit peu plus loin. Si je me dis, je me projette encore plus loin et je me dis quand je serai arrivé, je serai bien, je serai fatigué certes, mais je serai bien, ce sera fini. C'est un peu une carotte, non? Ah oui, c'est sûr, c'est une motivation. C'est un élément qui vous permet de vous motiver sur le pas que vous faites sur le moment. Vous dites, je fais ce pas, c'est peut-être un peu pénible, je ne pense pas au suivant, mais je saute l'épreuve. Mentalement, je me dis, je vais me retrouver au sommet, le soleil sera bleu, le ciel sera bleu, je verrai, le soleil non, il n'est pas encore bleu, je verrai les nuages, ça sera très beau, j'aurai un sentiment de sérénité, et ça peut vous aider à passer l'instant.
Donc le moment où on se projette fait la différence. Oui. Alors, projection positive, pas projection négative. Vous pouvez imaginer que vous serez très fatigué, que vous aurez des ampoules aux pieds, que vous aurez à vous refaire le chemin en sens inverse. Sauf si un hélicoptère vous attend là-haut. Les genoux et les chevilles. Et donc, ça dépend du moment où on se projette au final. Voilà. Projection positive ou négative. Plutôt positif. Il vaut mieux se projeter positivement. Mais Jean-Noël, est-ce que quand on est débordé, on a trop de travail, est-ce que ça veut dire qu'on a mal géré notre temps? Et qu'on a mis, bon, je sais pas, on a perdu du temps sur des choses qui ne valaient peut-être pas la peine, ou qu'on n'a pas consacré assez de temps à l'organisation, à se dire comment je vais faire, comment je vais m'organiser. Ça peut être une mauvaise gestion du temps? Oui, c'est une gestion du temps et des priorités. Tout n'est pas prioritaire. En général, quand on est débordé, c'est qu'on considère que tout doit être fait en même temps. L'idée, c'est de peut-être lister toutes les tâches qu'on a à faire sur une période donnée, par une journée, une semaine, un mois, de les lister et de leur affecter un numéro de priorité. Et ne que ce qui est en première priorité. Et conserver ça sur un support papier pour vous encourager, évidemment. Oui, pour pas garder tout ça dans la tête. Mais est-ce qu'il y a des choses, il y a des tâches qui reviennent tous les jours, régulièrement au boulot? On peut déjà les trier et se dire, ok, ça c'est à faire, mais on se concentre pas dessus, on va aller à l'essentiel. Il y a le temps contraint, évidemment, le temps pendant lequel, par exemple, vous avez une émission tous les jours, qui est très très bien, et vous êtes devant votre micro à cette heure-là. Je peux pas bouger là. Vous ne pouvez pas bouger, ce temps-là n'est pas libre. Mais il existe du temps libre. Et dans le temps libre, il y a le temps qui vous est imposé pour préparer l'émission, il y a aussi le temps gaspillé. Gaspille mon temps. Évidemment, sortir pour fumer une cigarette, c'est pas du temps gaspillé, vous faites du bien. Mais il y a temps gaspillé. Par exemple, des collègues viennent vous déranger alors que vous préparez votre travail. Mais le temps gaspillé, ça aussi c'est subjectif, parce que vous preniez l'exemple de la cigarette à l'instant. Un fumeur, lui, il va aller prendre sa pause cigarette 10 minutes, un quart d'heure. Pour lui, ce sera libérateur, il en a besoin. Pour son collègue qui ne fume pas, ça va être du temps gaspillé, parce qu'il se dit, mais... le temps qu'il a passé à aller cloper, il aurait pu avancer sur ses dossiers. Oui, c'est extrêmement subjectif. Mais tout ça, c'est centré sur la personne, évidemment. On peut considérer que le temps passé à discuter avec un collègue ou une collègue qui vient dans votre bureau pour vous parler de sujets divers et variés n'est pas du temps perdu. Ou ça vous dérange. Mais après, il faut savoir se positionner vis-à-vis de ce temps-là. Si ça vous dérange, il faut savoir fermer votre porte. Ah, mais c'est délicat de chasser le monde de son bureau des fois. En expliquant de quoi il s'agit, ça peut passer. Une solution, ça peut être aussi de travailler les portes fermées. Oui, fermer la porte de son bureau et expliquer aux autres qui ont l'habitude de venir vous déranger. J'ai besoin de me concentrer tant d'heures par jour. Si vous voulez me voir, je suis libre, par exemple, de 16h à 17h tous les jours. Oui, là, on peut parler de sujets importants. Il y a des tâches, des choses qu'on fait dans la journée où vraiment il faut qu'on soit vraiment concentré. Je prends l'exemple, je sais pas, d'un gestionnaire de paye, par exemple. Il y a des moments où il faut vraiment qu'il ait la tête dans son dossier, dans sa paye. Et si là, évidemment, il est dérangé toutes les 30 secondes par des collègues qui viennent raconter leurs vacances ou les petits bobos quotidiens, il va pas avancer du tout. Il peut avancer, il peut se tromper d'un zéro, mettre un zéro en plus, c'est pas bien grave. Non, pas bien grave, on se trompait de ligne. Et voilà, on se retrouve... il y a des moments où il faut être concentré et savoir dire aux autres qu'on a besoin d'être concentré et leur dire qu'on a besoin de s'isoler. Ça n'empêche pas le contact, mais à certains moments déterminé et choisi par vous. Mais du coup, c'est pas de notre faute là si on se retrouve débordé là au final, vraiment, parce que voilà, on a été dérangé toutes les 5 minutes. C'est pas de notre faute. On a une responsabilité, la responsabilité de ne pas avoir fermé sa porte. De chasser les gens. Voilà. Et de les mettre à la porte. Voilà. Eh bien, ce sujet très intéressant. Comment mettre les gens à la porte de chez soi? Non, je déconne. Comment dire non, peut-être aussi, à des dossiers? Eh bien, on le saura dans quelques instants avec le coach Jean-Noël Bruer qui répond aujourd'hui à toutes vos questions sur la surcharge de travail. À votre service. Vos appels au 02 62 99 2000. 12h, 14h. À votre service avec Ingrid.
Aujourd'hui, dans votre service, on parle de surcharge du travail, débordement, on a trop de dossiers, on a trop de trucs à faire, on ne sait plus où donner de la tête, avec notre coach professionnel Jean-Noël Bruer. Alors Jean-Noël, juste avant d'écouter la musique, on était en train de parler des collègues qui nous dérangent, qui rentrent dans notre bureau, et voilà, ils nous font perdre un petit peu de temps des fois. Comment on dit non ? Comment on dit on ferme sa porte ? Comment on dit, ou alors comment on dit on refuse du travail ? On peut le faire, ça? Alors, il n'y a pas 36 manières, il y en a 4. 4 manières. Déjà. Je les ai comptées, vous savez. La première manière, c'est la fuite. Dire non, c'est-à-dire ne pas être là. Guetter, par exemple, l'arrivée du collègue et s'en aller fumer une cigarette dehors pour l'éviter. Ça, c'est la fuite. Ensuite, technique de l'anguille. La tactique de l'anguille, du fantôme. La deuxième, c'est l'agressivité. Claquer la porte au nez, c'est pas tellement la meilleure. Ah bah là, on est sûr qu'ils reviennent plus. Oui, c'est ça. On est sûr qu'ils reviennent plus, mais on n'est pas sûr de rester très populaire dans le travail. Ouais. La troisième, c'est la manipulation. C'est dire moi je peux pas te parler, mais une telle, tu vas lui parler, tu vas voir, elle t'écoutera. Sans pour autant qu'une telle soit au courant. Voilà, et on lui envoie la patate chaude. On jette bébé avec l'eau du bain. Et la dernière, ce qui est de loin la meilleure, c'est l'assertivité, l'affirmation de soi. Dire à la personne la réalité des choses. J'ai du travail, tu vois, je suis occupé sur tel et tel dossier. J'aime beaucoup la communication avec toi, mais j'aimerais qu'on trouve un temps pour échanger, mais qui soit fixe dans la journée. Donc, ce matin, je ne peux pas te recevoir. Cet après-midi, si tu veux, entre 16 et 17 heures, on peut discuter. Je dis cette heure-là, mais c'est n'importe laquelle. Trouver une solution. Trouver une solution, mais un compromis. Affirmer avec dans le respect de l'autre. Ne pas le laisser, se prendre ses aises et voilà, ou dire carrément ta conversation est parfaitement assommante. Je ne vais pas continuer à parler avec toi parce que tu me mets le moral à zéro, tu ne parles que de tes problèmes. Donc si tu veux, on peut continuer à échanger, mais à condition que je puisse parler de mes problèmes à moi. Là, je plaisante, mais bon. C'est rude, ça, quand même, Jean-Noël. C'est un peu rude. C'est le sommet de l'affirmation de soi. Ah bah là, oui. Alors, est-ce que la charge de travail, ça peut être ponctuel, ou alors est-ce que ça peut être, je sais pas, chronique? On est tout le temps débordé. On est un peu comme le lapin blanc là dans Alice au pays des merveilles. On est toujours en retard. On est toujours et c'est peut-être pas forcément le cas. Des fois, les collègues, ils ont l'impression qu'on se noie dans un verre d'eau, alors qu'on se dit, je sais plus comment faire. Ça peut être ponctuel et chronique. C'est plus souvent chronique quand c'est lié à la mentalité de la personne, à sa façon de voir les choses. Tout est important pour elle. Tout est important et ça dépend aussi du niveau de perfection qu'on recherche. Quand on a beaucoup de travail et qu'on est perfectionniste, on se noie fatalement. C'est obligé, ça? On est obligé de se noyer. Quand on a beaucoup de travail et qu'on essaye d'atteindre la perfection, on est forcément débordé, quoi qu'il arrive. On est toujours à fignoler les derniers détails, à rechigner, à toujours revenir dessus, alors qu'au final, c'est fini. Oui, alors pour le perfectionniste, le vrai, ça n'est jamais fini pour le perfectionniste. Et à un moment, il faut savoir renoncer à la perfection, passer à autre chose. Et quand on vous surcharge de travail, le risque de celui qui vous donne trop de travail, c'est d'avoir un travail moins bien fait. Bâclé. Vous pouvez lui signaler, si votre patron vous dit... vous charge la mule tout le temps, vous lui dites vous me donnez énormément de travail, mais ça sera au détriment de la qualité. Attendez-vous à ce que les autres dossiers soient moins bien traités. Et là, il va vous dire mon petit, écoutez, vous êtes là pour bosser. Oui, mais bosser, mais quand il y a 8 heures par jour, 35 heures par semaine, on peut pas se dédoubler. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quand on est responsable de service, on peut déléguer, évidemment. Mais comment on fait comprendre à son chef de service, à son N+1, qu'on est débordé, qu'on n'y arrive pas? Il va pas nous prendre pour des fainéants ou quelqu'un qui veut pas travailler, voilà. Alors, il y a une chose à évaluer quand on vous donne un travail, c'est que se passerait-il si je ne le faisais pas, si je le faisais mal? Alors, si le patron est particulièrement véhément, si je fais mal le travail, il m'en voudra. Mais quelles seront les conséquences réelles pour moi? Est-ce qu'il risque de me licencier?
Oui, non. Si c'est oui, il faut absolument faire ce travail-là. Si c'est non, s'il risque de faire la tête pendant 1 heure, c'est peut-être une conséquence qu'on peut assumer. Donc pour se préserver soi-même, pour éviter de tomber dans le burn-out, je prends le risque d'avoir la tête du patron pendant 1 heure ou une journée. Il a qu'à coller en l'air et quand l'appli va tomber, il va décoller. Exactement. Et après, il y a qu'est-ce que je gagne à faire le travail? Est-ce que je gagne d'être bien vu pour le patron, ou est-ce que je gagne rien? Parce que pour le coup, on peut être aussi mal vu de ses collègues. Parce que les collègues peuvent se dire, ah ben oui, mais celle-là, déjà ça à faire, le patron lui donne ça, elle accepte, c'est un peu une lèche-botte. Oui, ça peut être un phénomène d'entraînement pour les autres. Ah. Une jalousie en disant, laissez de se faire bien voir. Un moteur? Un moteur, ou peut-être un motif d'envie. Il y a certains environnements professionnels où il vaut mieux ne pas être trop efficace. Faut gratter? Non, quand même pas. Non, il faut savoir se fondre un peu dans le paysage. Oui, un peu... Être de la couleur dominante de l'environnement professionnel. Supposons, j'arrive dans une nouvelle entreprise. Dans mon ancienne entreprise ou dans mes précédents postes, j'avais l'habitude de toujours carburer à fond. J'étais toujours à 100%. J'arrive dans une entreprise, apparemment, je vois, il se la coule pour moi, il se la coule douce. Il force pas forcément, et voilà. Je dois m'adapter à ça? Ça serait préférable. Sauf si vous voulez entraîner toute l'entreprise, tout l'environnement derrière vous. Vous pouvez avoir c'est très compliqué. Une inertie dans une organisation est très inerte. Ça demande beaucoup d'énergie et vous risquez de vous épuiser. Et là, du coup, burn-out. Burn-out. Et quels sont les autres pièges de la surcharge du travail? Est-ce qu'on peut y perdre du temps personnel, par exemple en acceptant de ramener du boulot à la maison? Oui, alors ça peut déborder, il n'y a pas de limite. Par exemple, si on regarde la communication par email, ça contribue très largement à l'impression de surcharge de travail. Rien n'est assez important pour qu'on ne puisse pas attendre 1 heure ou 2 ou une journée pour en prendre connaissance. Alors que maintenant, on est dans l'ère de l'immédiateté. Avec Internet, on est dans l'instant. On reçoit un message, quelqu'un l'envoie, vous le recevez dans la minute, voire dans la seconde. Et vous pouvez vous sentir obligé d'y répondre tout de suite. Alors qu'avant, on n'avait pas Internet, ça marchait tout aussi bien. Les messages étaient passés quand même. Donc, essayons de ramener quelques dizaines d'années en arrière. Et disons 20 ans, c'est compliqué. Avant, il n'y avait pas Internet et ça marchait encore. Donc, vous pouvez vous dire, je regarde mes messages email 1 fois par jour de 8h à 9h, par exemple. Alors, supposons que je reçoive, moi, mes textos, mes messages professionnels sur mon smartphone. Le conseil que vous donneriez, vous, aux auditeurs qui nous écoutent, ce serait de couper ces messages, l'arrivée de ces messages quand on est à la maison, et de décrocher vraiment du boulot? C'est un conseil qu'on peut donner, en effet. Arriver à débrancher. En débranchant, on est quand même plus efficace le lendemain. On a pris un peu l'air. On s'est aéré la tête. Voilà, on a vu autre chose et on réfléchit différemment. Oui. Donc ça peut être bénéfique. Oui. Pour le coup. Autre conseil pour éviter la surcharge de travail et le surmenage, surcharge de travail? Dans d'autres conseils, il y a le système du MDLT aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. MDLT, non. MDLT. C'est une nouvelle boîte à la mode? Non, c'est une technique très éprouvée. Ça veut dire mets dans le tiroir. Quelque chose. Cacher les trucs. Quelque chose arrive, on vous dit c'est très urgent, il faut faire ça tout de suite. C'est un peu de l'humour ce que je fais. Vous dites c'est très urgent, je le mets dans le tiroir. Ah ben pour le coup, on va l'oublier. On peut l'oublier. Les affaires urgentes qui arrivent, souvent on les oublie. Et la démarche après, c'est AQCG, attends que ça gueule. Vous avez de ces termes, vous, Jean-Noël? Attends que ça gueule. Donc ça veut dire, je laisse décanter le truc, le dossier, ou peu importe la tâche qu'on m'a confiée. Et quand ça crie, quand ça, voilà, je m'en occupe? Oui, l'expérience prouve que ce qui est considéré comme très urgent sur le moment, c'est souvent une illusion, c'est pas urgent du tout. Il y a une différence entre urgent et important? Par exemple, ma machine à café est en panne. Oh, ça c'est urgent. C'est urgent et important? Ah oui. Je ne bois jamais de café.
Pas vous, mais moi. Donc Je fais comment le matin pour vous c'est réviser? important, mais est-ce que c'est Voilà. urgent? Vous buvez un café par jour, vous pouvez prendre du café soluble. En revanche, si vous êtes, non. vous n'avez pas ça. Si vous êtes patron d'un bar qui sert 50 cafés par demi-journée, c'est urgent et c'est important. Il est donc important et urgent de s'occuper de ce problème-là. Faire réparer la machine à café. C'est-à-dire que pour un particulier, moi qui bois du café, même si j'en bois 3-4 par jour, la machine à café est cassée, j'ai pas besoin d'aller tout de suite en racheter une autre ou la faire réparer, puisque voilà, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Par contre, le patron du bar du café, lui, c'est essentiel à son activité et c'est urgent. Voilà, urgent et important. Vous, c'est urgent, c'est important, mais pas urgent. Mais pas urgent. Vous n'allez pas arrêter votre émission parce que votre machine à café est en panne. Ah bah non. Voilà. Là, Donc, je me fais engueuler par les auditeurs et par le chef. voilà. Et par moi. Ah bah oui, quand même. Donc voilà, différencier ce qui est urgent de ce qui est important. Mais comment on arrive à le faire, Jean-Noël? L'urgent c'est urgent, mais l'important, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Se poser la question, donc, si je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se Penser aux passe? conséquences. Voilà. Les conséquences en termes d'urgence et en termes d'importance. Une tâche que vous donne le patron. Qu'est-ce qui se passe si je ne la fais pas? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que c'est embêtant pour l'entreprise? Est-ce que ça risque de compromettre le travail de toute une équipe? Ou est-ce que c'est juste un mot envoyé à un tel pour accuser réception, par exemple, de tel et tel produit? C'est peut-être important d'accuser réception, mais c'est pas forcément important. Ça dépend. C'est peut-être urgent, important, on sait pas trop. Donc c'est à calculer. Donc ça, je le mets au-dessus de la pile ou au-dessous de la pile sur mon bureau. En fonction. Ça peut être dans un standard téléphonique de chez les pompiers, un incendie au Maïdo. C'est urgent et important, il faut y aller. La machine à café des pompiers est en panne, c'est peut-être urgent, mais c'est pas très important. Donc je priorise en fonction de ça. Très bien. Jean-Noël Breuer, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi pour donc nous apprendre à traiter ce qui est urgent, important et se retrouver ainsi un peu plus léger dans ses charges de travail. Avec plaisir. Et je vous rappelle que l'émission sera retrouvée en podcast dès cet après-midi sur notre site lapremière.fr. 12h-14h, à votre service avec Ingrid.